Depuis l'investiture de Donald Trump sur le pouvoir, on peut se poser la question, qui de Donald Trump et d'Elon Musk dirige les États-Unis d'Amérique? Est-ce qu'on peut se permettre de se poser la question? En tout cas, moi, je me permets de me poser cette question-là. Et j'aimerais que tu réagisses aussi dans les commentaires, que tu me donnes aussi ton avis par rapport à la situation qui se passe en ce moment. À ton avis, qui de Donald Trump et d'Elon Musk, tu sais, Elon Musk, c'est l'homme, t'as dit quoi, le plus riche au monde, qui a ses origines, t'as dit qu'africaines, sud-africaines, et qui est américain en même temps. Tu sais que c'est Elon Musk qui a soutenu la candidature de Donald Trump. Tu as vu on a vu Elon Musk intervenir plus que des fois que Donald Trump. Elon Musk est allé jusqu'à dire qu'il a posé près de 200 millions de dollars pour soutenir la candidature de Donald Trump. On peut se poser la question, pourquoi Elon Musk est tant fasciné quelque part la personne telle que de Donald Trump? Pourquoi Elon Musk va jusqu'à mouiller tel que son maillot? Il ne faut pas oublier que c'est un investisseur, c'est un entrepreneur. Il n'est pas dans la politique. Mais pourquoi tel qu'il va donner de sa personne? Et on a vu lors de l'investiture de Donald Trump, Elon Musk a intervenu, a fait plusieurs apparitions, a intervenu longuement sur plusieurs sujets. Ben, en tant qu'entrepreneur, on se doit se questionner. En tant que citoyen du monde. Parce qu'il faut comprendre que chaque décision que ces dirigeants, que Donald Trump prendra, ça va t'impacter. De près ou de loin. Donc tu vois que quand Donald Trump arrive, en tant que président des États-Unis d'Amérique, quand on sait que l'Amérique est la première puissance économique, première puissance militaire, première puissance sur le plan de la science, première puissance sur le plan de la technologie, première puissance en termes d'impact, les médias, la culture, ils imposent, et Donald Trump est arrivé en disant que c'est l'âge d'or des États-Unis d'Amérique. Ils reviennent reconquérir la première place. Ils reviennent nourrir le monde. Ils reviennent dominer par la science, par la technologie. Ils reviennent être gendarmes du monde. Tu vois que ce n'est pas... Lorsque c'est annoncé ainsi, je ne sais pas comment vous prenez ça. Hein? Mais moi, quand j'entends ça, c'est pour ça que je vous parle ici à chaque fois de rapport de force. Que nous sommes dans un monde de rapport de force, que nous sommes dans une guerre hégémonique, et que la guerre aujourd'hui n'est plus une guerre militaire. Tu vois, c'est très flagrant d'aller aujourd'hui dire que tu prends les armes pour venir dominer un autre pays. Tu vois, c'est flagrant. Même si ça se fait encore, on va encore revenir là-dessus. Je vais faire une analyse là-dessus parce que on se doit, que tu te dois d'avoir un regard tel que 360 degrés lorsque tu vas aller entreprendre, tu vas l'investir. Parce qu'à chaque fois, je te parle ici des contingences internes, des contingences externes. Tu vois qu'une loi que Donald Trump, peu importe, ça peut être Donald Trump ou même les dirigeants du monde, une loi qui a été votée, même le président de ton pays, pour voter une loi qui vient capoter ton business. Et c'est ce que Donald Trump est en train de faire aujourd'hui. Donald Trump, c'est un entrepreneur, c'est un investisseur, c'est un multimilliardaire. Il est à sa deuxième il a son deuxième mandat. Il était le 45e président, aujourd'hui il est le 47e président. Donc il vient, c'est lui qui remplace Joe Biden. Donc lorsque Donald Trump arrive, tu vois, il vient en tant que personne accomplie. Donald Trump vient écrire son nom dans l'histoire des États-Unis d'Amérique. Il vient en disant que c'est l'Amérique d'abord. Lorsqu'on sait que nous sommes dans un monde globalisé et que les différents business sont interconnectés, que le marché, c'est-à-dire que le commerce international est interconnecté, Donald Trump lui vient avec une politique très agressive de protectionnisme. Que c'est d'abord l'Amérique d'abord. Lui, sa vision, c'est de pouvoir, c'est-à-dire redorer le blason, c'est-à-dire du tissu économique américain.
Donc il faudrait que toutes les industries, que tous les investissements se fassent en Amérique. C'est pour ça qu'il a commencé à imposer les taxes. Il a dit et il a appliqué. Imposer les taxes. 25% pour le Mexique, 25% pour le Canada, 15% pour la Chine. Et on a vu tout ce que les répercussions au niveau de la bourse, les coûts du marché ont chuté. Oui, parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre que comme nous sommes dans un monde globalisé, les investisseurs vont aller investir là où le terrain est favorable. Par exemple, là où la main-d'œuvre est moins chère, là où la fiscalité est abordable, et là où il y a le marché. Mais Donald Trump a compris ça. Mais lorsqu'il le fait, qu'il vise qui? Il vise son concurrent direct qui est la Chine. Il vise l'Europe. Donc Donald Trump est-il un manipulateur? C'est la question que je pose. Et j'aimerais que tu me donnes sur ton avis. Est-ce que Donald Trump, depuis qu'il est arrivé, il est en train de manipuler l'économie? Est-ce qu'il a plutôt quelqu'un derrière? Est-ce que c'est Elon Musk qui dirige? Est-ce que c'est Elon Musk qui a les manettes derrière et qui règle ses comptes? Ou est-ce que c'est Donald Trump qui se donne le malin plaisir de régler ses comptes? Parce que Donald Trump aussi a ce côté-là qu'on ne peut pas lui retirer. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, qu'il a un franc-parler. Ce qui est le contraire des autres dirigeants du monde. Les autres dirigeants du monde sont les technocrates. Ils sont, c'est-à-dire que dans la diplomatie, dans beaucoup d'hypocrisie, mais ils agissent de la même façon que Donald Trump fait. Que ce soit en Europe, il y a du protectionnisme. Que ce soit en Asie, il y a du protectionnisme. Mais est-ce que chez nous en Afrique, on peut appliquer le protectionnisme? Chez nous en Afrique, c'est open bar. Et pourquoi les autres peuvent pratiquer du protectionnisme et nous pas? Moi, c'est ce que je vais devoir développer ici. C'est pour ça que tu m'entends ici. À chaque fois, je dis qu'on se doit de valoriser et de vulgariser nos produits du terroir africain. Donc, avant d'aller plus loin, permets-moi de me présenter. Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres la première fois, je m'appelle Cyril Toko. Sur cette chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement, je parle d'agriculture, je parle d'élevage. Le but de la chaîne est en fait de valoriser et de vulgariser nos produits terroirs africains. Donc, si j'ai créé la chaîne, c'est en fait de partager mes astuces techniques business, de partager mon mindset. Je viens ici t'apprendre à désapprendre, à réapprendre à nouveau. Te faire comprendre que on peut gagner de l'argent, beaucoup d'argent, en allant produire nos cultures du terroir, nos produits du terroir. En valorisant et en vulgarisant ces produits-là. En l'occurrence ici, si tu vois sur les cultures comme le poivre, le palmier à huile, le njansan, le bitakula. Et ça, c'est des cultures pérennes. Je veux aussi te faire comprendre ici que tu peux aller te produire le manioc, le macabo, le taro et passer à la phase de transformation, gagner énormément d'argent. Donc, si c'est l'argent que tu veux te faire, je vais t'inviter ici à aller vers les produits du terroir. Et si tu veux vraiment aller plus loin, regarde sur la barre de description. Clique sur le premier lien, prends avec l'une des formations et rejoins-moi de l'autre côté, afin qu'on puisse bâtir ton empire pas à pas. Moi, c'est une idéologie que j'ai compris il y a très très longtemps. Que ce que Donald Trump fait aujourd'hui ici, j'ai continué à te parler de rapport de force. Moi, ça me plaît. Oui, pas parce que je suis maso, mais parce que j'ai compris qu'il est là pour défendre les intérêts de son pays. Que tous les politiciens de ce monde que vous voyez, tous sont là pour défendre les intérêts de leur pays. Et il n'y a que nous qui pensons que dans ces relations-là, c'est une relation où on recherche l'amour, où on recherche l'amitié. Non, c'est les intérêts. Et Donald Trump a cette qualité-là, qu'il n'est pas faux. Lui, il dit tout haut ce que d'autres font tout bas. Il est venu, oui, il vient régler ses comptes. Il vient régler ses comptes. Donc Donald Trump aujourd'hui, c'est augmentation des taxes. Il est venu déjà, pourquoi je parle de manipulation? Il est venu de façon en disant que voilà, il crée sa crypto-monnaie. Et tu sais que Elon Musk aussi a créé sa crypto-monnaie. Et quand c'était comme ça, le Bitcoin, la crypto a pris de la valeur. La crypto a pris de la valeur. Et dès qu'il a commencé à annoncer, même pas avant ça,
DeepSeek, l'intelligence artificielle chinoise est sortie. C'est qu'eux, ils n'avaient pas prévu. DeepSeek a fait chuter les cours. Une compagnie comme Nvidia qui produit les semi-conducteurs a perdu 600 milliards en un jour. Beaucoup de compagnies cotées en bourse dans le domaine de l'intelligence artificielle ont perdu énormément d'argent. Nvidia est venu capoter une compagnie comme OpenAI, américaine, qui a investi 100 milliards de dollars dans l'intelligence artificielle. Donald Trump, lors de son investissement, ils ont voté un budget de près de 500 milliards pour développer l'intelligence artificielle. Et tu vois que DeepSeek vient sortir une technologie à moins de 5 millions de dollars qui est aussi performante, c'est plus performante que OpenAI. Un coup dur, un coup énormément dur. Et Donald Trump a fait une sortie où il a reconnu, il a fait son meilleur coupable. Tu vois que c'est pour ça que je dis, est-ce que c'est de la manipulation ou est-ce que Donald Trump est en train de se prendre dans son propre jeu? Lorsqu'il a annoncé les taxes, le Canada aussi a répliqué en disant qu'ils augmentent leurs taxes. Et ils demandent aux Canadiens de consommer canadien. Les Mexicains ont fait pareil. La Chine aussi a rétorqué. Et Donald Trump aussi a dit qu'il va s'attaquer à l'Europe. On voit que lors d'une interview, il dit les Européens nous ont fait du mal. Il n'a pas dit les Européens nous ont fait du mal. Les Européens ne veulent pas acheter nos voitures. Les Européens ne veulent pas prendre nos produits agricoles. Intègre ça. Je te parle à chaque fois de rapport de force. Je te dis à chaque fois, est-ce que nous sommes compétitifs? Donald Trump est là, il défend les intérêts de son pays. Donc par rapport à ça, il va aussi augmenter les taxes au niveau, c'est-à-dire que de l'Union européenne. Tu vois dire qu'en Europe, les producteurs, les agriculteurs et les éleveurs européens souffrent. Tu as vu ici en Europe comment les agriculteurs et les éleveurs ont grève. Pourquoi? Parce qu'en Europe aussi, il y a énormément de normes, énormément de taxations, des normes qui pèsent, c'est-à-dire que sur les producteurs et qui font en sorte qu'ils ne soient pas compétitifs. À chaque fois, je vous le dis ici, je partage ça ici. Parce que pendant qu'on met des normes ici du côté de l'Europe, il faut comprendre qu'un pays comme la France, qui est un bassin agricole, a ses normes, et l'Union européenne vient encore ajouter les normes. À chaque fois, il y a des normes, c'est des coûts supplémentaires. Et c'est des normes, des fois, qui viennent pénaliser le producteur parce que certaines mesures qu'ils avaient mises sur la production, par exemple, sur la production, c'est-à-dire intensive, sur la production conventionnelle, donc avec la chimie, la mécanisation et puis le pétrole, ils sont en train de revenir là-dessus. On parle de plus en plus de transition écologique, on parle de plus en plus du respect de l'environnement, on parle de plus en plus des énergies vertes, on parle de plus en plus du bien-être du consommateur, de plus en plus de l'écologie, on parle de plus en plus du respect de la biodiversité, on parle de plus en plus de la qualité des eaux, on parle de plus en plus du bien-être même du producteur, on parle de plus en plus du changement climatique, on parle de plus en plus de la transition, c'est-à-dire énergétique. Tu vois que tout ça, c'est des normes. Quand on dit ça, c'est sur le plan, c'est-à-dire que de la chimie, par exemple, ici en Europe, ou un pays comme la France, ils ont retiré près de 19 molécules que les agriculteurs utilisaient. Et ces molécules-là permettaient à produire plus de façon chimique. Donc quand on réduit ça, c'est la production qui devient moindre. Mais un pays comme l'Australie, un pays comme la Nouvelle-Zélande ou le Brésil, eux, ils n'ont pas ces normes-là. Eux, ils produisent massivement et de façon chimique. Eux, ils produisent encore, ils ont la diversité des cultures. Ils n'ont pas des normes qui viennent condamner les producteurs parce qu'on produit encore de façon, c'est-à-dire que voilà, sans normes, tu as au Brésil des grandes firmes, tu as des petits producteurs où il n'y a pas de normes. Donc, eux, ils produisent massivement et ils viennent donc faire du dumping en Europe. Face à ça, l'agriculteur européen ou l'éleveur européen, il fait comment? Il est menacé. Donc, c'est ça le rapport, c'est ça ce rapport de force. Et c'est pour ça qu'ils mettent des normes et ils font du protectionnisme. Et tu vas me dire dans tout ça, nous en Afrique, on fait quoi? Nous en Afrique, c'est la porte ouverte. Il n'y a aucune norme. Les gens, c'est-à-dire que viennent
déverser le produit, et il y a zéro contrôle. Et nous, maintenant, est-ce qu'on peut dire qu'on a exporté, venir facilement livrer à l'Europe? Non. Nous sommes obligés de respecter ces normes. Et c'est des normes qui sont des fois drastiques. Et ces normes-là, des fois, on est obligé de nous les accorder pour nous permettre de venir dans leur marché par rapport aux conditions. Tu vois, c'est ce qu'ils ont appelé libre-échange. Tu as dit que du côté des États-Unis d'Amérique, c'est l'AGOA. Donc avec l'AGOA, ils permettent comme ça, c'est-à-dire qu'aux pays africains, de pouvoir exporter à moindre coût sans taxation. Mais tous ces systèmes qu'on met en place, c'est des systèmes pour nous museler en fait, pour nous tenir. Pour nous tenir. Donc moi, c'est-à-dire que voilà, une personne comme Donald Trump, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, pour moi, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va nous amener aujourd'hui à nous révéler, à être nous-mêmes, à prendre nos responsabilités. Moi, à moi de poser la question, est-ce que vous pensez que nous, en Afrique, on peut seulement, c'est-à-dire que vivre ou se développer par rapport aux aides, pendant que vous voyez en plein jour les rapports de force sur le plan économique? Donald Trump vient, il parle frontalement. Et les autres sont obligés aussi de réagir. La Chine est obligée de réagir. L'Europe est obligée de réagir. Ah oui. Sinon, c'est l'autre qui te bouffe. Et nous, en Afrique, on nous tient avec les aides. Donc Donald Trump, aujourd'hui, brandit la menace des aides par rapport aux pays africains. Pourquoi? Chaque pays africain qui n'obéit pas à l'idéologie américaine, Donald Trump retire les aides. Donald Trump l'a fait en Ouganda, a retiré les aides en Ouganda. Les aides sur le plan médical, vous savez aussi que, voilà encore une aberration chez nous en Afrique, nous ne fabriquons pas les médicaments. Je vais revenir là-dessus. Nous ne produisons pas les médicaments. Médicaments de paludisme. Les médicaments, c'est-à-dire que voilà, contre le sida, les antirétroviraux, on ne produit pas. C'est les Occidentaux, les firmes pharmaceutiques occidentales qui nous fournissent. Et moyennant, c'est-à-dire que les aides pour pouvoir, c'est-à-dire alléger la charge sur le plan médical. Il y a comme ça énormément de médicaments qui sont pris en charge par les Américains. Vous avez les Américains, vous avez aussi, c'est-à-dire que l'Europe. Donc, Donald Trump a dit qu'il retire temporairement pour 90 jours cette aide-là à l'Ouganda. Pourquoi? Parce que l'Ouganda a statué, c'est-à-dire que sur le sort en disant qu'ils ne reconnaissent pas, c'est-à-dire que l'homosexualité. Tu vois? Est-ce que nous sommes des pays souverains? Dès qu'on dit une chose qui ne va pas par rapport à l'idéologie, la sanction tout de suite. On dit il retire cette aide-là. Parce que l'Ouganda a dit non, eux, selon leur culture, selon leurs mœurs, l'homosexualité n'est pas reconnue. Pam, la sanction tout de suite. En ce moment, il est sur le dos aussi de l'Afrique du Sud. Parce que l'Afrique du Sud a sorti une loi en disant que l'Afrique du Sud va récupérer les terres inoccupées par... il faut le dire, parce que pour comprendre ça, parce que comment lui il a annoncé ça? Il a dit non, il y a une certaine couche de population qui est menacée en Afrique du Sud. Voilà comment il annonce ça. Mais il ne dit pas clairement. Il ne veut pas clairement dire que non. Que le gouvernement sud-africain est en train de menacer les Blancs. Ce qui est tout à fait faux. Parce qu'en disant ça, il va directement porter l'étiquette de raciste. Il dit oui, il y a une certaine population, couche de population mais qui est menacée en Afrique du Sud. Que l'Afrique du Sud, le gouvernement sud-africain est en train de vouloir récupérer les terres. C'est là où je te pose la question que depuis quand Donald Trump s'intéresse aux affaires des Africains? Depuis quand Donald Trump s'intéresse à l'Afrique du Sud? Et c'est là où je te fais le rapprochement. N'oublie pas, Elon Musk est sud-africain. Pourquoi il peut venir s'ingérer dans les problèmes d'un État souverain? Un pays, c'est-à-dire libre. Comment il peut venir se permettre de
donner les leçons ou de mettre un veto. Donc il dit, bon, comme les dirigeants sud-africains veulent s'accaparer les terres, il va aussi supprimer cette aide-là, qui permettait de pouvoir donner les aides sur le plan médical. Mais ce qu'il ne faut pas, ce qu'il oublie de savoir, c'est que le président sud-africain est autonome, il est libre. Et le président sud-africain prend une décision, pas parce que tu as dit que les autres sont les blancs. Il faut revenir dans l'histoire, comprendre l'histoire de l'Afrique du Sud. Les blancs sont arrivés en Afrique du Sud dans les années 1914. L'Afrique du Sud, c'est une terre qui appartient aux Africains, aux Noirs. Eux, ils sont arrivés, ils se sont installés. Et ils ont mis les Noirs, c'est-à-dire qu'à l'écart, ils ont marginalisé les Noirs. Les Noirs, c'est-à-dire qu'ils ont parqué les Noirs comme du bétail dans un coin. Et ont sorti des lois qui interdisaient que les Sud-Africains, les Noirs, d'acquérir les terres. Et en 1948 ou 1949, ils ont créé l'apartheid où les Noirs et les Blancs ne se mélangeaient pas. Ça, vous connaissez l'histoire. Donc, les Sud-Africains n'avaient pas le droit, l'accès à la propriété, l'accès à la terre. Donc, ils étaient là, c'était des sous-hommes employés à la sorte des Blancs. Donc, au moins 80% des terres appartenaient aux Blancs. Est-ce que tu ne vois pas que c'est une aberration? Donc, lorsque Donald Trump a fait cette annonce, le président sud-africain ne s'est pas démonté. Hein. C'est là où je dis qu'il y a un véritable changement. Et c'est là où on comprend des pays avec des institutions fortes. C'est là que tu comprends que l'Afrique du Sud, c'est un pays, c'est une nation forte, avec une institution forte, avec un dirigeant fort. Et c'est ce qu'on veut pour l'Afrique. Le président sud-africain a dit, mais de quoi Donald Trump parle? Pourquoi il vient se mêler des affaires des Sud-Africains? Est-ce que Donald Trump est déjà venu en Afrique du Sud? Est-ce qu'il sait ce qui se passe en Afrique du Sud? Depuis quand il s'intéresse aux affaires des Sud-Africains? Et qui lui a dit qu'on vient prendre les terres des Blancs? On vient récupérer les terres qui sont inoccupées. Le gouvernement sud-africain veut prendre les terres inoccupées pour pouvoir faire des programmes d'accompagnement sur le plan national. Pouvoir faire des infrastructures sur le plan national. À quel moment il y a une couche de population qui est menacée? Donc le président sud-africain a demandé que Donald Trump reste à la Maison Blanche, chez lui à la Maison Blanche, et qu'il leur laisse gérer leurs affaires avec l'Afrique du Sud. Que lui, Donald Trump, je pense qu'il a suffisamment d'affaires comme ça à la Maison Blanche, et qu'il les laisse gérer les affaires. Et il a reposé aussi la question. Lorsque l'Afrique du Sud était en plein apartheid, lorsqu'il fallait sortir, que l'Afrique du Sud de l'apartheid, Donald Trump était où? On n'a jamais vu Donald Trump sur la table de négociation. Est-ce qu'il sait comment que les Noirs sud-africains ont bataillé, ont milité pour pouvoir obtenir la libération? Pour information, il faut comprendre que c'est en 1994, à la libération de Nelson Mandela, que l'Afrique du Sud, l'apartheid a disparu, que les Sud-Africains ont commencé à se mélanger et que même jusqu'à maintenant, la plupart des terres appartiennent aux Blancs. Donc, quand je t'explique ça, tu dois comprendre que le rapport de force pèse où? Que des fois, qu'ils ont des pertes de mémoire. Maintenant, qui est-ce qui dirait? Est-ce que c'est Elon Musk qui est allé voir son complice en lui disant que, hey, mon gars, voilà ce qui se passe là maintenant en Afrique du Sud. Le dirigeant sud-africain est en train de vouloir reprendre les terres aux Blancs. Il faut faire quelque chose. Et là, directement, Donald Trump, il sort en tant que gendarme, bam, en tant que père fouettard, il dit veut fouetter. Ils ont fait la même chose, c'est-à-dire qu'à la Zambie, avec Mugabe. Mugabe, c'est-à-dire qu'aussi a dit il reprend les terres que les colons avaient pris. Il redonne aussi aux natifs. Qu'est-ce qu'on a fait? On a sanctionné la Zambie. On a sanctionné jusqu'à maintenant. Pourtant, Mugabe est mort depuis. Pourquoi est-ce qu'on nous tient en laisse? On nous tient en laisse parce que
on vit au crochet, c'est-à-dire que des aides. À partir du moment où nous basons, c'est-à-dire que notre économie par rapport aux aides, on attend qu'on nous aide, on attend l'aide alimentaire, on attend l'aide médicale, on attend l'aide sur l'économique, on vit par rapport aux aides. Et nos pays vont même s'aligner à la Banque mondiale parmi les pays les plus endettés. Pourquoi nous aligne parmi les plus endettés? Mais quelle est l'aberration? Mais quelle aberration? Et comment vous voulez qu'on nous respecte avec ça? Comment vous voulez qu'on nous respecte avec ça? Eux, ils ont créé des systèmes, des institutions qui sont là pour uniquement défendre les intérêts. Uniquement défendre les intérêts. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas fabriquer les médicaments? Est-ce que nous n'avons pas assez de scientifiques? Est-ce que nous n'avons pas suffisamment de moyens pour pouvoir fabriquer les médicaments? La base de la médecine, c'est quoi? C'est les plantes. Est-ce que nous n'avons pas assez de plantes pour pouvoir ne serait-ce aussi développer même notre médecine, c'est-à-dire que pharmacopée traditionnelle? C'est pour ça que j'insiste ici sur la valorisation et la valorisation de nos plantes. Parce que, c'est-à-dire que respecter, aller produire les différentes cultures que j'ai citées là, le Ndiangsan, le Butakola, la Kula Kuminata, tout ce que j'appelle ici les produits forestiers non ligneux, l'avantage de ça, c'est quoi? C'est que c'est des aliments et c'est des alicaments en même temps. Parce qu'on peut utiliser leurs écorces, on peut utiliser les feuilles, on peut utiliser les racines pour notre pharmacopée. Et jusqu'à maintenant, on les utilise. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aussi développer ça? Pourquoi est-ce qu'il faut toujours qu'on attende l'approbation des autres? Mais moi, je vous fais une confidence, que si nous sommes uniquement à attendre l'approbation des autres, ben on ne sera jamais développé. Pourquoi? Parce que j'ai vu aussi une interview, tu as vu en ce moment, on parle de la transition écologique. L'Afrique, qui est le berceau de l'humanité, l'Afrique, c'est le poumon aussi du monde. Le bassin du Congo, que tu vois, c'est le poumon du monde. C'est le deuxième poumon du monde avec la forêt amazonienne. Tu as la forêt telle que de Bornéo, tu as la forêt amazonienne, tu as le bassin du Congo. Ce qu'on appelle les forêts primaires, les forêts dont il n'y a pas eu intervention humaine. Donc si aujourd'hui, on a le changement climatique, c'est parce qu'il y a énormément de pollution. Et pollution, la pollution sur quoi? Sur la pollution industrielle, donc aéronautique, automobile, la construction, l'agriculture et l'élevage, tout ce que vous voyez comme vie moderne pollue. Mais qu'est-ce qui nous permet d'atténuer cette pollution-là? Ce sont les arbres, ce sont les forêts. Mais on parle aujourd'hui de taxe carbone. Je suis curieux de savoir combien nous gagnons derrière ça. Nous avons les forêts qui sont là à soutenir encore la pollution mondiale. Mais quelle est la récompense qu'on nous donne? Peanut. Et je l'ai su comment? Lors d'une intervention ici, lors du sommet COP21, le président sud-africain a pris ce courage-là de demander au président Emmanuel Macron, Monsieur Emmanuel Macron, vous avez promis au président du Congo, Monsieur Denis Sassou Nguesso, qu'il allait avoir une enveloppe de 100 millions par rapport à la taxe carbone. Jusqu'à nos jours, il n'a toujours pas reçu son enveloppe de 100 millions. Comment vous pouvez vouloir que vous soyez là en train de polluer, nous soyons là en train de préserver l'environnement, et lorsqu'il faut avoir des retombées, nous n'ayons pas les retombées. 100 millions de dollars, il n'a pas reçu. Il a aussi soulevé le problème des médicaments en période Covid. En période Covid, où il fallait produire les vaccins. L'Afrique était le dernier continent à avoir les vaccins. Mais il a dit une chose, le problème ce n'est pas que l'Afrique ne pouvait pas produire les vaccins. Comprenez ça très bien. Le problème c'est que ce n'est pas que l'Afrique ne peut pas produire les vaccins. C'est que pour que l'Afrique produise les vaccins, il faut l'autorisation de l'OMS. Et c'est l'OMS qui doit valider que l'Afrique produise. Et lorsque eux ils vont voir l'OMS, l'OMS met le veto. Pourquoi l'OMS met le veto? L'OMS met le veto parce que les grandes firmes pharmaceutiques disent niet.
Parce que les grands films pharmaceutiques occidentaux veulent avoir la primeur sur la production des vaccins. Vous n'avez pas vu ce que ça a donné. Donc vous voyez que nous sommes encore là à attendre l'approbation des organismes. Il a soulevé aussi le problème du barrage du Congo. Un barrage hydroélectrique où, si on le met en route, ça alimente peut-être la moitié de l'Afrique et ça peut alimenter même une partie de l'Occident. Ça alimente l'Afrique et même une partie de l'Occident. Mais le malheur que nous avons, nous attendons toujours encore le financement tel que des Occidentaux. À moi de vous poser la question, là dans les commentaires, répondez. Est-ce que vous pensez que dans votre fort intérieur, que l'Occident, qui sait que les ressources dont elle a besoin se retrouvent que chez nous, l'Occident peut accepter qu'on se développe? Si on va construire des barrages hydroélectriques qui vont nous donner l'autonomie sur le plan énergétique, guess what? C'est le développement. C'est l'industrie qui va s'enclencher. Parce qu'on ne peut pas parler d'industrialisation sans parler d'autonomie sur le plan énergétique. Ils le savent très bien. On ne peut pas parler d'autonomie énergétique sans parler d'industrialisation. Et quand je dis industrialisation ici, c'est sur tous les plans. Sur le plan, c'est-à-dire qu'on va commencer à transformer nos matières premières. Oui, monsieur. Parce qu'aujourd'hui, comment est-ce qu'on va faire sans énergie pour aller transformer les ressources minières? Parce que ça demande énormément d'énergie. Aller forer les puits de pétrole. Aller creuser les gisements d'or, de diamants, de colbas, de coltan. Ça demande énormément d'énergie. Comment est-ce qu'on peut développer la technologie si on n'est pas autonome sur la ressource énergétique? Ils le savent très bien. Et ils savent aussi que si on a cette autonomie-là, les matières premières qu'ils convoitent, on ne pourra pas les avoir. Ils ne pourront plus les avoir. Et le rapport de force va s'inverser. Mets beaucoup de likes sur cette vidéo. Mets les commentaires. Même si tu ne peux pas commenter, mets juste un cœur. Mais je suis d'accord. Mais force à toi. C'est la façon de préserver cette vidéo. C'est la façon de booster la vidéo. Parce que tu sais aussi, le rapport de force, c'est quoi? Le rapport de force, ici, là, c'est qu'on a des choses qu'on ne doit pas dire. Cette vidéo peut même être sanctionnée, ou cette vidéo, la façon de faire, même, c'est de ne même pas diffuser à plusieurs d'entre vous. C'est ça aussi le rapport de force. Il faut comprendre ça. Il faut savoir quel jour on joue. Mais est-ce que nos dirigeants sont aussi naïfs de penser que tout le temps on est dans la plainte? Car oui, ce sont eux qui viennent prendre. Ah oui, ce sont eux qui viennent déstabiliser le pays. Ah, ce sont eux qui viennent envoyer les mercenaires, et qui viennent envoyer les rebelles. Ah, ce sont eux qui viennent piller. Regardez l'affaire, le conflit entre le Rwanda et le Congo. Ils se servent de nous comme ça. On s'entretue entre nous pour venir piller. Mais entre-temps, on continue encore, je ne sais pas, à entretenir des relations telles que malsaines. Regardez la RDC. Comment Tshisekedi peut aller chercher les mercenaires avec l'appui de la France pour venir lutter contre le Rwanda, alors qu'il sait pertinemment que c'est le Rwanda qui sert de relais pour tous ces multinationales. Comment tu penses qu'on peut venir te soutenir? Comment tu penses que... Mais je me demande, est-ce qu'il faut faire, c'est-à-dire que l'ENA, pour raisonner, pour comprendre que ils ne pourront pas te soutenir. Parce que c'est double couteau. Vous voyez? Les grandes firmes comme Apple, où est-ce qu'ils prennent tel que le coltan? Où est-ce qu'ils prennent tel que le lithium? Où est-ce qu'ils prennent le cobalt pour le téléphone? Donc vous voyez aujourd'hui que nous sommes là, on se sert de nous, on se sert de nos ressources. Pourquoi? Parce que quelque part aussi nous ne sommes pas unis. Nous ne sommes pas solidaires. Il n'y a pas l'amour entre nous. On n'a pas l'esprit patriotique. Donc il faudrait à un moment donné se comprendre que c'est l'intérêt national d'abord. C'est ce que Donald Trump nous montre là. Et c'est ce que tous les dirigeants du monde font. Mais avec une certaine diplomatie, avec une certaine hypocrisie. Mais Donald Trump, lui, là,
cette franchise-là de venir frontalement faire les choses. Oui. Est-ce qu'on peut passer aujourd'hui le temps uniquement à accuser les autres? Moi, j'ai fait le choix de dire non. On ne peut pas passer le temps à se plaindre. Parce que depuis plus de 60 ans, nous sommes au courant de ça. On peut dire qu'accepter aujourd'hui que oui, nos anciens qui étaient en place, les dirigeants qui étaient en place, ont fait avec les forces qu'ils avaient, ont fait avec les moyens qu'ils avaient avant. On les a peut-être roulés dans la farine. Oui, peut-être eux-mêmes, ils ont accepté et pactisé avec ces personnes-là. Parce que il y avait aussi un intérêt. Il faut qu'on reconnaisse la part des responsabilités de nos dirigeants. Il y avait une recherche, c'est-à-dire que de gains, il y avait une recherche de pouvoir, il y avait une recherche de pouvoir, c'est-à-dire que voilà, jouir de jouissance. Mais aujourd'hui, il faut que le game change. Et on est en train de le voir avec les dirigeants de l'AES. Les choses ne vont que changer quand nous-mêmes nous allons prendre l'entière responsabilité de faire le travail par nous-mêmes. Personne ne viendra le faire. Et l'avantage, je dis, c'est qu'avec la technologie, on peut faire des bonds de géants. Et que cette connaissance-là, c'est à notre portée. Et l'avantage que nous avons, c'est qu'on a un continent qui est très jeune, quoi. Et l'excuse qu'on ne peut pas avoir aujourd'hui, c'est que c'est le problème des moyens. Non, ce n'est plus les moyens. On vient d'avoir, là, il y a quelques semaines, le DeepSeek. L'intelligence artificielle DeepSeek chinoise est venue ébranler, c'est-à-dire que la puissance américaine, OpenAI. OpenAI, on a investi plus de 100 milliards de dollars. DeepSeek a investi, c'est-à-dire que moins de 5 millions de dollars pour un rendu et une performance, si ce n'est supérieur qu'OpenAI. Oui. Et avec un effectif de 50 personnes. Mais il faut comprendre qu'on n'a pas besoin de la masse. Mais on a besoin de la qualité, des hommes intègres, des personnes loyales, des visionnaires, des personnes qui se projettent sur le long terme, des personnes qui ne veulent pas la gratification instantanée, des personnes disciplinées, ayant une même vision et un même objectif. Parce que c'est ça qu'on veut chez nous. Chez nous, c'est ça qui fait défaut, quoi. Donc tu vois que nous sommes dans un monde de rapport de force. Comme je dis à chaque fois, le rapport de force n'est pas seulement militaire. Tu vois qu'aujourd'hui, nous sommes, Omnibula a dit, oui, il faut que la France parte, oui, il faut que les Américains partent, oui, il faut que les militaires partent. Non, ce n'est pas seulement ça. Pendant qu'ils partent, si c'est la tenue, ils partent. Mais est-ce que tu t'es posé la question comme les industries qui sont chez nous, les multinationales qui sont chez nous appartiennent à qui? La guerre aussi est économique. Et ce ne sont pas les militaires. Le problème, ce n'est même pas tant la présence militaire. C'est les multinationales qui sont chez nous. Comment est-ce qu'elles opèrent? Comment est-ce qu'elles opèrent? Là, au Congo, vous pensez que quels sont ceux qui bénéficient au minerai du Congo, au minerai africain? C'est les multinationales. C'est Apple, le téléphone. Aujourd'hui, tout le monde a un téléphone portable. Et sans ces minéraux-là, le téléphone ne peut pas fonctionner. C'est les industries aéronautiques pour construire les fusées, pour produire les armes, pour faire l'automobile. Ce sont des minéraux qui sont de chez nous et nous ne profitons de rien. Donc, et tout ça, c'est les multinationales. Et des fois, qui ne viennent même pas opérer de façon officielle avec les pays, mais qui vont passer par derrière, signer des accords avec des sous-traitants. C'est ce qui crée le conflit entre le Rwanda et le Congo. On te dit un pays comme le Rwanda vend que les minéraux qui ne possèdent même pas sur son sol. Comment tu expliques ça? Un pays comme le Congo, c'est des millions de morts. La communauté internationale ne réagit pas. Or, que tu as vu avec la crise entre la Russie et l'Ukraine, tu vois comment que ça bouge. Donc tu vois qu'il y a un 2 poids, 2 mesures. Comment tu expliques ça? Ça veut dire que d'un côté, il y en a qui ont de la valeur, de l'autre côté, d'autres n'ont pas la valeur. Ou ils savent sciemment que du côté du Congo, ce sont les intérêts. Et s'ils vont rétablir l'ordre, ils n'auront plus que ces matières premières-là. Parce que pour eux, c'est de prendre la matière première de la façon la plus
moins cher possible. Comment tu peux expliquer qu'on a l'uranium, mais nous n'avons pas d'électricité, alors qu'on sait que la base de l'uranium, c'est on produit avec l'énergie. On produit l'énergie, c'est-à-dire électrique grâce à l'uranium, mais tu as un pays comme le Niger qui va encore, c'est-à-dire commander l'électricité au Nigeria. C'est une aberration. Donc on se doit d'aider à changer tout ça. En tant que visionnaire, et aujourd'hui, ce qu'on peut faire, à mon humble avis, en tout cas moi c'est ce que j'ai fait à mon petit niveau, c'est d'arrêter de me plaindre. C'est pour ça que tu vois ici que j'ai horreur de la pleurniche. J'ai horreur de venir me plaindre. Parce qu'une fois on a déjà énuméré tout ça, c'est à nous maintenant d'aller faire les choses. Aller faire les choses ici ne veut pas dire qu'on attend forcément d'aller commencer avec les milliards. Non. Et même bien que je dis que la technologie aujourd'hui n'a pas besoin qu'on commence avec des milliards. La Chine est venue démystifier les choses. Aller faire les choses ne veut pas dire aussi qu'on vienne rester dans la consommation. Parce que ce que j'entends par entreprendre ici, beaucoup sont dans la consommation. Ce n'est pas d'aller faire le commerce, mais c'est aujourd'hui d'être dans un transfert de technologies. Quand je dis même transfert de technologie, dans la copie. Parce que c'est ce que la Chine a fait pendant plus de 30 ans. La Chine a développé, c'est-à-dire une main-d'œuvre de qualité. La Chine est restée attractive, a fait en sorte que tous les pays viennent, ou tous les investisseurs viennent investir en Chine, afin de pouvoir bénéficier du transfert de connaissances. C'est pour ça que la Chine aujourd'hui, dans tous les domaines, tous les secteurs, que ce soit technologique, que ce soit dans le domaine de la high-tech, industriel, l'agroalimentaire, l'aéronautique, l'automobile, ils sont calés. Parce que lorsqu'on va produire sous l'égide du capitalisme, parce qu'on veut faire plus de profit, on va là où la main-d'œuvre est moins chère. Mais lorsque tu arrives aussi, il ne faut pas oublier que tu laisses, là derrière, il y a un transfert de connaissances. Et ça fait que derrière, la Chine aussi derrière a pu dupliquer, a pu fabriquer le téléphone. Quand Apple vient installer une usine, mais Apple, qu'elle le veuille ou pas, elle fait un transfert de connaissances. Et la Chine va aussi produire le téléphone. Ça produit Huawei. La Chine aussi produit aussi les voitures aujourd'hui. La Chine vient compétir et concurrencer l'Europe et l'Amérique sur la construction des voitures électriques. Et c'est ça qui crée ce rapport de force. Mais c'est un travail de longue haleine. C'est une vision sur le long terme. Et derrière maintenant, la Chine est en train de venir aussi dans le modèle de l'innovation. Parce que la Chine a laissé pendant plus de 30 ans l'espace aux États-Unis d'innover. Et la Chine venait sur fait dans l'innovation, à copier, à créer des applications. Mais maintenant, la Chine aussi, elle se révèle conquérante. Elle commence à innover. C'est pour ça que tu vois DeepSeek aujourd'hui. Et ça, nous aussi, on peut le faire. Au lieu d'être uniquement là dans la consommation, d'aller acheter. Non, on ne développe pas avec ça. Et tu vois qu'aujourd'hui, ce monde de rapport de force, plusieurs États imposent c'est-à-dire que les taxes. Donc, ce que nous aussi, on doit faire, on doit aller se mettre au travail, on doit aller développer la technologie. On peut copier, oui, la technologie n'appartient à personne aujourd'hui. On peut copier et apporter une touche telle qu'à nous, avec les réalités de notre contexte africain. Et c'est faisable. C'est faisable. Chacun à son petit niveau. C'est pour ça que tu vois ici, je te parle du domaine agricole, je te parle de l'élevage, je te parle du business, je te parle des jeux stratégiques, je te parle des jeux économiques. Et je t'explique pourquoi. Moi, j'ai fait le choix d'aller produire l'écriture du terroir. Parce que oui, c'est une idéologie aussi. En allant produire ces produits du terroir, je suis sur l'égide de personne. Je suis autonome. Avec le poivrier, je suis autonome. Avec le palmier, nous sommes autonomes. Avec le Ndiansa, le Bitakola, en posant le manioc, tu es autonome. Parce qu'aujourd'hui, tu as compris, si Donald Trump n'aime pas ta tête, il peut juste dire, hey, on ne livre plus les semences. Au Cameroun, par exemple. Parce qu'il faut aussi comprendre que
Quelles sont les personnes qui ont le monopole sur les semences? C'est les compagnies américaines. Tu comprends? C'est Monsanto, c'est Bayer. Ils ont le monopole sur tout. Donc, en termes de sanctions, pour te dire, on ne donne plus les semences dans ce pays. C'est comme ça que vous mourrez de faim. Parce que ces compagnies-là ont le monopole sur 80%, 75% des semences mondiales. 75% des semences mondiales. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu. Donc, ils peuvent du jour au lendemain, comme ça, nous maintenir dans la famine. Ils ont le monopole, c'est-à-dire que sur la chimie, ils ont le monopole sur les banques, ils ont le monopole sur la mécanisation, ils ont le monopole, c'est-à-dire que sur le pétrole, ils ont le monopole. Et ça, c'est une consommation. Et c'est comme ça qu'ils font maintenant pour modifier les lois. Oui. Je vous ai dit plusieurs fois ici qu'il a fallu 400 familles américaines pour construire l'Amérique. 400 familles. Depuis 1800, c'est-à-dire quoi là? Depuis les années 1800 jusqu'aux années 1900. 400 familles. Ça passe par les Rothschild, J.P. Morgan, Andrew Carnegie, les Frères Lumière. Et quand tu vas dans les années 1900, tu vois General Motors, tu as Ford, tu remontes comme ça jusqu'à aujourd'hui les Zuckerberg, les Bill Gates. 400 familles. Il ne faut pas l'Afrique tout entière, aussi, en Afrique aussi, si on se met, il faut quoi? Pas moins de 1500 personnes, 1500 hommes d'affaires. Et gardez bien le chiffre de 400. Je vais te parler de Davos. Je ne sais pas si tu as entendu parler du sommet, voilà, du Forum économique mondial, World Economic Forum, à Davos. C'est la même chose. Le président a dit que son nom c'est quelque chose, Schwarzkopf, en tout cas Schwarzkopf, c'est un Allemand. Un homme d'affaires allemand qui a fondé aussi cette institution qui est devenue aujourd'hui une institution depuis plus de 50 ans. En se référant sur quoi? En se référant aussi sur le modèle américain. Il est venu, il a dupliqué le même modèle qui, à la base, c'était un think tank pour les chefs d'entreprise européens. 400 chefs d'entreprise européens qui devaient réfléchir à comment bien faire les affaires au niveau de l'Europe. C'est comme ça que ça a commencé. Au fil du temps, ils ont commencé à intégrer, ça a commencé à s'élargir, ils ont commencé à intégrer les dirigeants politiques. Aujourd'hui, c'est le summum des summums. Aujourd'hui, c'est là-bas où que c'est décide de tout. Vous avez les chefs d'État, vous avez des multimilliardaires de ce monde. C'est là-bas où il faut être. Et c'est là-bas qui crée même les jeunes dirigeants de demain. Donc tu vois que là-dedans, ils partagent une idéologie. Aujourd'hui, ils sont sur la transition écologique, ils sont sur l'environnement. C'est là-bas qu'ils décident de comment que le monde doit fonctionner. Et les chefs d'État appliquent. Et c'est là-bas que tous les problèmes, tous les dirigeants, les jeunes dirigeants que vous voyez, tous sortent de ce moule. Et ils appliquent une idéologie. Et si nous sommes là, c'est maintenant bof, on ne sait pas comment les choses se passent. Ben on nous bouffe. Retiens ce nom, World Economic Forum, donc le Forum économique mondial qui se tient à Davos chaque année. C'est là-bas qu'on donne la feuille de route. Et Donald Trump est allé là-bas. Il a soufflé le froid, mon gars. Donald Trump est allé là-bas, mon gars. Non. Les dents étaient serrées. Il n'y avait pas d'applaudissement parce qu'il est venu dire America First. America First. Il dit, je vous invite tous à venir investir aux États-Unis d'Amérique. Moi, c'est mon pays d'abord. Je vais mettre les taxes. Je vais imposer. Chaque pays que ça sera imposé. L'Europe sera imposée. Le Canada sera imposé. La Chine sera imposée. Le but ici, c'est pour que vous venez investir chez moi, les gars. Il les a dit ça clair. Tous les investisseurs étaient là. Quand on te dit ça, c'est quoi? Quand tu entends ça, toi, en tant qu'investisseur, c'est une douche froide. C'est une douche froide. Ça veut dire que tes affaires, les affaires vont plomber. Comment tu vas faire pour t'en sortir? Tu seras obligé de venir
poser ton industrie ou ta société aux États-Unis pour amortir le choc, pour pouvoir bénéficier de la fiscalité. Est-ce que ça va arranger tes affaires? En délocalisant aussi, est-ce que ça va arranger tes affaires? C'est ça le problème. Nous sommes dans ce conflit-là. C'est ça le rapport de force. Lui, il est dans ça. Maintenant, ceux qui vont bénéficier, c'est ceux qui produisent. C'est ceux qui produisent.